Lorsque l'on arrive au Musée national des arts asiatiques, Guimet, on est accueilli par une créature géante qui annonce la couleur de notre visite. On ne sait pas si ce grand naga, un serpent à 7 têtes, est prêt à nous assurer protection ou à nous refuser le passage. Il se trouvait jadis au bord d'un vaste temple d'Angkor, au Cambodge, le Preakan. 3 géants, placés à la file, supportent sur leurs genoux et serrent dans leurs bras le corps de cet immense naga, un serpent mythologique hindou, dont le cou relevé se divise en 7 parties, dont les écailles sont intactes. Aujourd'hui, les vastes édifices khmers au Cambodge ne sont plus que des amas de ruines. L'épaisse végétation de la forêt a tout englouti. Restent quelques témoins d'Angkor, comme des statues et ces têtes de divinités bouddhiques et brahmaniques qui semblent être moulées sur nature. Sur cet immense moulage d'une tour à visage, on peut aisément reconnaître le souverain Jayavarman VII au XIIe siècle, dont les lèvres témoignent du célèbre sourire d'Angkor. Ce moulage appartient au style du Bayonne, pour lequel les sculpteurs abandonnent le canon idéal de jeunesse et de beauté, adoptent un style terrestre et humain et s'inspirent parfois de la physionomie du roi ou de ses contemporains. Ces œuvres traduisent d'une grande retenue la dévotion, la sérénité de l'âme, mais aussi la grandeur royale. Jayavarman VII a adopté le bouddhisme Mahayana comme religion d'État. Ce changement impliquait alors de nouvelles recherches iconographiques et esthétiques. L'art devient ainsi le vecteur d'un bouddhisme proprement cambodgien, dans lequel le roi incarne la plus exemplaire dévotion, avant que l'hindouisme ne reprenne ses droits avec le futur roi Jayavarman VIII. Aujourd'hui, le bouddhisme est présent dans presque toute l'Asie. En parcourant les salles du musée Guimet, de l'Inde jusqu'au Japon, on peut refaire le parcours qu'a suivi le bouddhisme. C'est grâce aux moines et aux pèlerins que l'enseignement bouddhique va se répandre ainsi de pays en pays. Souvent, il nous manque peut-être quelques repères entre art chinois, japonais, cambodgien, thaïlandais, vietnamien. Je te propose d'y ajouter un peu de clarté, mais surtout d'adopter un regard qui peut être une source d'émotion. Siddhartha Gautama, que nous connaissons sous le nom de Bouddha, était le prince d'un royaume du nord de l'Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs œuvres du musée racontent des épisodes de son existence. Le corps du Bouddha est marqué de signes qui sont, d'après les textes bouddhiques, ceux des êtres extraordinaires. Ses cheveux forment de petites boucles en spirale sur son crâne. Il a une bosse au sommet de la tête. Le Bouddha fait aussi des gestes bien précis, les mudras. Ici, par exemple, Bouddha est dans son attitude la plus généralement diffusée en Thaïlande, c'est-à-dire assis en tailleur, effectuant de sa main droite la mudra de la prise de la terre à témoin. Ce geste symbolise la victoire de l'éveillé sur Mara, prince des désirs et personnification de la mort. Ici, on voit un bodhisattva provenant du Vietnam, c'est-à-dire un être qui a atteint l'éveil. Celui-ci a 1000 bras pour venir en aide au plus grand nombre et 1000 yeux pour voir les malheurs de chacun. Il incarne la vertu bouddhique de la compassion. Ce qui change d'un pays à l'autre, ce sont les traits du visage de Bouddha et les matériaux utilisés. On passe à côté d'un tambour de pluie en bronze qui était utilisé dans certains cultes de fécondité. Et nous arrivons devant cette statue originaire de l'île de Java en pierre volcanique andésite qui nous invite à un voyage intérieur. On y voit un visage large, serein et majestueux, des yeux baissés, la chevelure aux larges boucles en enroulées vers la droite, ainsi que la forme arrondie du visage. Ce moine en bois, originaire de Chine, en position assise, nous invite également au recueillement. Les mains sont sur le cœur, le regard tourné vers l'intériorité. Un peu comme le visage de cette parure funéraire, également originaire de Chine, ornementé
permet de rapporter d'importantes collections qu'il présente d'abord à Lyon, puis à Paris. Son musée des religions est ouvert à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ses croyances alors très mal connues. Il fait construire en 1889 le bâtiment où le musée se trouve encore aujourd'hui et fait don de ses collections à l'État. Au cours du XXe siècle, le musée se spécialise et devient le musée des arts asiatiques. Plus incroyable encore, on peut y voir un Bouddha originaire d'Afghanistan, accompagné d'anges protecteurs. La visite du musée Guimet est une expérience directe que l'on fait avec soi-même dans le silence intérieur. Si la méditation de pleine conscience issue du bouddhisme est très à la mode en Occident, parce que très efficace pour calmer l'esprit et abaisser le seuil de souffrance, le musée nous rappelle que ce n'est qu'une partie de la méditation. Ici, on retrouve l'intégrité d'une grande tradition. On marche sur un chemin spirituel que l'on peut décider d'emprunter, comme cette magnifique bibliothèque où l'on peut découvrir le message de Bouddha. Les collections de la bibliothèque, constituées de livres et de revues tant européennes qu'asiatiques, dépassent les 100 000 volumes et comptent 1500 titres de périodiques. Ici, entouré de statues originaires du Japon, on y découvre à nouveau une voie de déconditionnement qui vise à mettre fin à toutes les causes de la souffrance. Avant de fermer les yeux, il est possible de contempler un roi gardien du Nord ou encore un Bouddha assis faisant le geste dit de l'absence de crainte qui symbolise la paix, ou encore l'œuvre en porcelaine Réduction moulée sur le corps de l'artiste contemporain japonais Takahiro Kondo et qui nous montre l'image d'un homme bouddhiste en position de méditation ou pratiquant le contrôle du souffle par le recours au yoga. Même si, avec le temps, la lumière efface les peintures, même si l'humidité fait moisir le bois, même si l'érosion due au vent et à la pluie use les reliefs des sculptures, le message, lui, reste intact.